Chers auditeurs, bonsoir. Bienvenue sur les ondes de Méridien Zéro, la radio francophone de Radio Bandiera, que vous pouvez également écouter en direct sur Europa Radio. Ce soir, comme vous l'avez remarqué, Monsieur PGL est à la barre. Je suis entouré de Jean-Louis Roumégas. Jean-Louis, bonsoir. Bonsoir à tous. Et de notre maître suprême de la technique, j'ai nommé Aurelius von Sergei, alias Lord Sergei. Ce soir, nous avons l'immense plaisir de recevoir quelqu'un que nous voulions avoir depuis un petit moment dans nos studios. Tancred Josserand. Tancred, bonsoir. Donc Tancred Josserand est un spécialiste de la Turquie, lui-même turcophone. Il est responsable de l'Observatoire du monde turc et des relations euro-turques pour la lettre Sentinelle Analyse et Solutions. Il est surtout l'auteur d'un ouvrage qui est sorti bientôt 1 an, intitulé La nouvelle puissance turque, l'adieu à Mustafa Kemal, paru chez Ellipse. Un ouvrage d'ailleurs qui a été primé au Festival de Grenoble du livre géopolitique et il a reçu le prix Anteios. Donc Tancred vraiment surtout à énoncer des thèses extrêmement intéressantes sur les évolutions qui sont en cours depuis déjà un peu plus d'une décennie en Turquie et un discours qui change un petit peu de ce qu'on a coutume d'entendre sur ce pays. Certains de nos auditeurs savent que cette année nous célébrons l'anniversaire de la bataille de Lépante qui a vu s'affronter le monde chrétien européen face à la sublime porte de l'Empire ottoman. Il y a eu aussi des élections récentes il y a une quinzaine de jours maintenant, qui ont vu une victoire, pas aussi écrasante que ça, mais je pense que Tancred nous en parlera dans le cours de l'émission, de l'AKP, dans le parti néo-islamiste turc de Recep Tayyip Erdogan. Voilà, donc on va un petit peu essayer d'aborder cette question d'un point de vue différent. On ne s'apesantira pas outre mesure sur la question de l'adhésion de la Turquie à l'Europe. Je pense que la plupart de nos auditeurs conviennent que autour de ce micro ne sont pas vraiment très chaud pour accueillir les Turcs, aussi respectables soient-ils, en tant que peuple, qui est encore un peuple debout, sur pas mal de points. On va le voir au sein de l'Europe, même les oligarques du machin bruxellois qui nous gouverne conviennent que l'entrée de 75 millions, bientôt 90 millions de Turcs au sein de l'Union européenne serait signée en quelque sorte la fin de l'Europe. L'Europe, en tout cas, que nous aimons, et même leur Europe technocratique et économiste. Jean-Louis ? Oui, non, pour autant, c'est vrai que sans s'apesantir, il faut quand même souligner que cette question a largement disparu des feux de l'actualité et que globalement, pendant ce temps-là, le travail quand même continue de se faire en termes de... Oui, d'ailleurs, Tancred, je pense, nous expliquera quelle est un petit peu la fonction que joue la volonté d'intégration de la Turquie pour l'AKP, en tout cas pour les affaires intérieures turques. Alors Tancred, on ne va pas refaire l'histoire des Turcs et de l'Empire ottoman. Je pense que la plupart de nos auditeurs pourront eux-mêmes se renseigner sur la question si tel n'est pas le cas. Je pense qu'on pourrait essayer de prendre un petit peu l'histoire de la Turquie au lendemain de la Première Guerre mondiale, après le démantèlement de l'Empire ottoman en 1922, et surtout de la mise en place d'une nouvelle nation turque avec la figure emblématique de Mustafa Kemal Atatürk. Totalement. Donc tout d'abord, il faut juste quand même faire, à mon avis, un petit rappel sur les Turcs. Qui sont les Turcs ? Les Turcs ne sont pas un peuple sémitique. Donc les Turcs sont une population qui est originaire d'Asie centrale, plus exactement du sud de la Sibérie, qui jouxte la Mongolie. Donc c'est un peuple ouralo-altaïque. Ils parlent une langue agglutinante. Alors, si on voulait à tout prix trouver des connexions avec l'Europe, il y a 2 peuples en Europe qui ont des parentés linguistiques avec les Turcs. Ce sont les Hongrois et les Finnois, effectivement. Mais petite question, donc, est-ce qu'il n'y a pas une différence entre les finno-ugriens et les uralo-altaïques ? Oui, alors effectivement, mais ils ont un tronc commun. D'ailleurs, on le retrouve, c'est-à-dire ce sont des langues agglutinantes. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les années 20 et les années 30, il y a eu un mouvement touranien qui s'est développé en Hongrie et en Finlande, justement, qui se réclamait de cette parenté, donc avec les peuples turciques. Mais d'ailleurs, il y a un renouveau actuellement en Turquie. On voit le parti Jobbik, notamment, et même le Fidesz, en Hongrie. qui réactive, si vous voulez, cette identité touranienne. Cette identité touranienne, et d'ailleurs, on peut aussi la trouver chez un peuple comme les Bulgares. Alors là, paradoxalement, les Bulgares ont perdu. Donc, puisque c'était les Bulgares de la Volga qui étaient au départ un peuple turcique, qui sont arrivés
donc en Bulgarie, aux alentours du 8e siècle, et ce peuple turcique a perdu sa langue, s'est agrégé donc aux anciens Thraces pour former donc nos Bulgares contemporains. Mais donc, ils ont perdu la langue bulgare, l'authentique langue bulgare, mais le fond ethnique, effectivement, dans une certaine mesure, il y a des traces de turcique. D'accord. Sur le plan anthropologique, on voit aussi que c'est un peuple mêlé. On voit des types physiques qui sont totalement europoïdes, on peut voir, et qui pourraient remonter à la fois au plus lointain avec l'agrégation de populations indo-européennes d'Asie centrale, et puis plus récemment avec, je pense... Totalement. En fait, la Turquie, c'est le creuset anatolien, on devrait plutôt dire. Donc il faut savoir que les Turcs, tels qu'on les connaît aujourd'hui, sont arrivés en Turquie, en Asie mineure, aux alentours du XIe siècle. 1071, bataille de Manzikert. Donc, Alparslan défait l'empereur romain byzantin, Romain Diogène IV, lors de la bataille de Manzikert. Et à partir de ce moment-là, effectivement, les Turcs seldjoukides, s'installent en Asie mineure, en Anatolie. Et on peut dire que l'Anatolie, c'est un creuset où il y a 3 types de populations. Un premier type qui est une population méditerranéenne classique, un deuxième type qui est un type indo-européen, ce sont les descendants à la fois des Hittites et des populations ioniennes. Il y a même des Galates. Et des Galates, effectivement, qu'on trouve sur la bordure de la mer Égée. Plus, enfin, un dernier type de population, qui est ce fond de population, effectivement, turcique, en provenance d'Asie centrale. Sachant que qu'est-ce que c'est qu'un Turc, là, je reprends les études de Jean-Paul Roux sur le sujet. Donc, Jean-Paul Roux disait que c'était donc une fusion entre Indo-Européens et peuple jaune. Si, juste une petite question comme ça, il y a un certain nombre d'individus d'origine turque qui peuvent être installés en France, dont le nom se finit assez souvent en « ou ». Ça veut généralement, c'est Olu, et Olu qui signifie fils de. D'accord. Voilà. Et parce que c'est souvent c'est souvent des individus qui sont de type européen. Je sais pas, je pense à des gens qui s'appellent Mentoglou. Je pense pas qu'il y ait un rapport particulier, dans la mesure où il faut savoir que c'est Mustafa Kemal qui a donné aux Turcs l'obligation d'avoir un patronyme. Puisqu'auparavant, à l'époque de l'Empire ottoman, les Turcs s'appelaient en fait comme les Arabes avec le nom de leurs ancêtres, de leur père, donc ce qu'ils faisaient, c'était Ibrahim, Imd, fils de, et ainsi de suite. Donc, et Mustafa Kemal leur a donné l'exemple puisqu'il a pris le nom d'Atatürk, qui signifie père des Turcs, sachant que Ata n'est pas un mot turc, pour dire baba en turc, pour dire père en turc on dit baba. Ata est un mot d'origine hittite. Okay. Oui, parce que dans l'historiographie mise en place, on le rappelle tout à l'heure par Kemal, il y avait une réappropriation de toutes les populations qui avaient préexisté avant l'installation des Turcs. Avec beaucoup de manipulations assez étranges. Politique, c'est évident en tout cas. Dans la mesure où, ça on est d'accord aujourd'hui, il n'y a pas de filiation entre Hittites et turc. En fait, pourquoi cette tentative de vouloir à tout prix se raccrocher aux Hittites, c'est en fait un conflit d'antériorité. C'était pour dire aux Grecs, aux Arméniens, en fait, on était là avant vous. On le retrouve assez communément dans d'autres zones. Pour des rivalités identitaires, pour des conflits identitaires. Les Turcs ont essayé aussi de faire la même chose. Ça, on peut le voir par exemple au musée hittite d'Ankara, où ils ont essayé aussi de se trouver des liens de parenté avec les populations sumériennes. En disant que les Sumériens aussi parlaient une langue agglutinante, etc., etc. Bon, puis il y a aussi des les Turcs aussi dans les années 20-30, et encore, on trouve encore quelques traces aujourd'hui. On sait de se trouver des parentés avec les Étrusques. Dans la mesure où les Étrusques... Venaient d'Asie mineure, en tout cas. Exactement, venaient d'Asie mineure. Donc à partir du moment où les Étrusques venaient d'Asie mineure, donc ils ont pris un raccourci en disant qu'ils étaient forcément turcs. Voilà, donc on va prendre Phrygien, Lydien, la course à l'échelle. On va s'amuser, on va reprendre toutes les populations. Alors, à moins que vous vouliez développer un petit peu sur l'Empire ottoman ou dire qu'est-ce qu'il faut retenir. Non, de l'Empire ottoman, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Que donc c'était un empire cosmopolite, un empire où il y avait plus d'une vingtaine de nationalités qui se côtoyaient dans ce qu'on appelait le système des milliyettes. Donc, qu'est-ce que c'est que le système des milliyettes ? C'est l'unité dans la diversité, c'est-à-dire que tout le monde vit ensemble, mais séparé. Donc, c'est une forme de communautarisme. C'est une forme de communautarisme, effectivement, avant la lettre, c'est-à-dire que, chaque communauté, qu'elle soit grecque, qu'elle soit chrétienne, juive, musulmane, islamique, vit en fonction de ses propres normes, de ses propres droits, et en échange, donc, elle fait allégeance au sultan. Voilà. Donc, dans ce système-là, effectivement, quelle est la communauté la plus importante dans l'Empire ottoman à cette époque-là ? Ce sont les musulmans de rite sunnite hanafite. Et en fait, donc, il n'y a pas d'égalité entre les communautés. C'est quand même un système discriminatoire dans la mesure où, les
musulmans sont soumis à ce qu'on appelle le statut de dhimmi. La dhimmitude. La dhimmitude, effectivement. C'est cette vie en commun qui permet au ministère de l'Éducation nationale, dans le nouveau programme de seconde d'histoire, d'essayer de faire passer l'Empire ottoman et Istanbul en particulier comme un vaste espace où tout le monde vivait c'est vrai, mais en même temps, confraternellement. République de l'Andalousie. Voilà, mais en même temps, il faut voir aussi que dans certains milieux de droite, on a quand même beaucoup diaboliser l'Empire ottoman. Moi, je voudrais quand même rappeler que sous l'Empire ottoman, il y avait quand même 40% de chrétiens, donc en Anatolie. Bon, que l'Empire ottoman avait peut-être bien des défauts, mais il n'y avait pas de question palestinienne. Qu'est-ce que c'était que la Palestine à cette époque-là ? C'était juste un vilayet de l'Empire, où malgré tout, quoi qu'on en dise, eh bien, chrétiens, juifs et musulmans vivraient à peu près en harmonie. Bon, et que l'Empire ottoman, on peut le comparer à l'Empire austro-hongrois. En tout cas, on peut dire aussi que dans cet empire, il y a eu c'était un empire traditionnel. Une bonne partie des fonctionnaires, que ce soit des fonctionnaires civils ou militaires, qui étaient aussi constitués d'Européens. Exactement, d'Européens d'ascendance balkanique qui avaient été islamisés. On compte par exemple un certain nombre de vizirs du sultan calife, qui étaient effectivement d'origine bulgare, serbe, croate, albanaise, voire même italienne, tout simplement. Sans même parler des janissaires, la légion étrangère des sultans, cette infanterie qui était recrutée par comment on dit, Devşirme. Le Devşirme, qui en turc vient du terme Devşirme, qui veut dire ramasser, le ramassage. Donc en fait, on pratiquait dans les villages balkaniques, ça a laissé des très mauvais souvenirs en Bulgarie, en Serbie. Donc le sergent ottoman venait dans le village, rassemblait les enfants, et puis avec un grand sac, prenait les petits enfants qui lui semblaient aptes au service et les mettait dans le sac, et hop, sur son dos, direction Istanbul, où là donc justement on essayait de créer un homme nouveau. On prenait des chrétiens parce qu'ils n'avaient pas d'attache. Voilà, ouais. Et après donc on les convertissait à l'islam, mais une forme d'islam très particulière, puisque j'ai dit tout à l'heure que c'était l'islam sunnite de rite hanafite qui était majoritaire dans l'Empire, mais il y a aussi des branches dissidentes, d'hérodoxes de l'islam qu'on appelle l'alévisme. Donc ces janissaires en fait étaient Bektashi, étaient très liés à la confrérie des Bektashi, en fait, qui est très proche des Alévis. Donc, qu'est-ce que c'est que le Bektachisme, l'alévisme ? Eh bien, c'est une synthèse entre, des éléments chrétiens, des éléments musulmans, des éléments islamiques, et puis, en fait, les anciennes traditions chamaniques des Turcs, puisque les Turcs, à l'origine, ne sont pas musulmans. Ils pratiquaient donc le chamanisme, qui est un culte des dieux de la nature, qu'on peut rapprocher dans une certaine mesure à celui que pratiquent les Indiens d'Amérique du Nord, une forme de totémisme. Oui, c'est le dieu ciel, Tandri, c'est ça ? Tandri, exactement, Tandre. Et effectivement, d'ailleurs, ce chamanisme a été relu, puisque à la grille d'une destinée manifeste, dans les années 70-80, puisqu'on dit en fait que les Turcs étaient énothéistes, c'est-à-dire qu'ils avaient plusieurs dieux, mais avec un dieu supérieur, et qu'en fait, donc, ça aurait annoncé déjà une forme de monothéisme. Voilà. Et que donc il y a une continuité en fait entre les pratiques chamaniques des Turcs et donc l'islam actuellement pratiqué en Turquie. Voilà, ça on en reparlera éventuellement tout à l'heure avec la synthèse islamo-nationale. Voilà, donc retenir que c'était un empire cosmopolite, donc un empire qui avait des assises malgré tout fragiles, puisqu'en dehors du ciment religieux, le sultan était commandeur des croyants. Les liens sont assez quand même faibles, tenus. qu'à partir de 1789, avec l'intrusion du principe des nationalités, eh bien cet empire va commencer à se déliter, va devenir ce qu'on appelle l'homme malade de l'Europe, et que donc progressivement cet empire va être mis sous tutelle par les puissances occidentales, ce qu'on appelle le système des capitulations, qui voit donc progressivement les services publics de l'Empire ottoman passer sous contrôle français, anglais, allemand. Il faut savoir que la France était le plus grand investisseur économique dans l'Empire ottoman avant 1914. Et donc en 1914, qu'est-ce qui se passe ? L'Empire ottoman entre en guerre du côté des puissances centrales, du côté donc d'Autriche-Hongrie et puis de l'Allemagne. Et en 1918, elle se retrouve bien entendu dans le camp des vaincus. Si je peux me permettre, on graine un petit mot des jeunes Turcs. Ça peut avoir son intérêt pour on ce qui verra va ça. suivre. Mais simplement, il faut savoir que donc un peu avant l'entrée en guerre de la Turquie, eh bien, on avait eu l'Empire ottoman avait connu quelques évolutions constitutionnelles. On va dire qu'il y avait une première constitution qui avait été écrite en 1876, donc une tentative. Et puis, à partir des années 1900-1908, on a ce qu'on appelle la révolution des jeunes Turcs. Donc, les jeunes Turcs, c'était généralement, ils étaient issus de l'armée. Nationalistes, ils considéraient que l'élément turc s'était un peu noyé dans l'Empire ottoman,
et donc voulait, à partir de l'élément turc, redonner vigueur à cet empire. Donc parmi eux, on a Enver Pacha, on a Talat et on a bien entendu Cemal Pacha. Voilà, et c'est ce triumvirat qui va donc diriger la Turquie pendant la Première Guerre mondiale. D'accord. Et qui va être aussi, on va dire, responsable dans une certaine mesure du génocide arménien. Alors revenons justement à la défaite de l'Empire ottoman et puis aux traités de paix qui vont s'en suivre, Voilà. et puis surtout les bouleversements et l'apparition de cette figure donc très chère au cœur des Turcs, Mustafa Kemal, père des Turcs, Atatürk. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe en 1918 ? Donc, en 1918, l'Empire ottoman signe l'armistice de Mudros. Et en 1920, c'est le traité de Sèvres. Ce traité de Sèvres prévoit donc la partition de la Turquie, ni plus ni moins. C'est-à-dire qu'il y aurait eu donc une zone qui serait revenue à la France, en Cilicie, au sud-est de la Turquie, la région d'Antioche, une zone qui serait revenue à l'Italie, dans la région d'Antalya, une zone qui serait revenue à la Grèce, qui aurait été rattachée à la Grèce, c'est-à-dire toute la côte de la mer Égée avec Smyrne. Izmir aujourd'hui. Donc l'idée c'était de créer une grande Grèce, puisque les Grecs à cette époque-là, avec Venizelos, étaient les clients des Anglais, des Anglo-Saxons. Et enfin, Istanbul serait passé sous une espèce de régime de ville internationale, plus ou moins sous tutelle américaine. C'était le projet. Et au milieu, nous aurions eu un État arménien indépendant et une zone autonome kurde. Et en fait, qu'est-ce qui serait resté de la Turquie ? Il serait resté donc une espèce de petite poche aux alentours, au centre du plateau anatolien, aux alentours d'Ankara. Voilà. Donc effectivement, pour les Turcs, il était impensable d'accepter un tel accord. Et Mustafa Kemal donc va prendre en 1919, en 1920, la tête de cette résistance nationale, nationaliste. Et Mustafa Kemal donc va entreprendre une guerre de libération nationale qui est à la fois donc lancée contre ces puissances occupantes étrangères, donc les Français, les Grecs, les Anglais, mais aussi contre l'Empire, puisqu'il faut bien comprendre que c'est le sultan calife qui a signé le traité de Sèvres. Quelle est l'idée ? C'est là où on trouve la grande idée de Mustafa Kemal, qui est de dire que non, il est inutile de s'accrocher donc à l'Empire ottoman, à ce cadavre mourant, que elle-même, la Turquie réelle, a été victime de cet Empire ottoman qui a étouffé son identité propre sous 1000 ans d'islam et de cosmopolitisme. Et que donc les Turcs doivent retrouver leurs antiques racines turques non islamiques. Et donc pour cela, également se libérer de cet empire. Ils ont été victimes, comme les Grecs, comme les Serbes, comme les Arabes, comme les Albanais. Voilà. Alors est-ce qu'on peut dire que Jean-Louis... Dans l'image qui traditionnellement dans les médias est associée à Kemal, c'est en gros la reprise d'un héritage révolutionnaire français. Quelle est la part on parle souvent de jacobinisme poussé à l'extrême. On va y venir tout de suite. Ce sont un peu les racines de l'État kémaliste. Alors les racines de l'État kémaliste, il faut voir donc cette guerre de libération nationale va être remportée par Kemal, donc 1923, proclamation de la République turque, 1924, donc traité de Lausanne. L'idée de Mustafa Kemal, c'est de créer un ensemble compact et homogène. Donc, qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut que la Turquie accède au stade moderne de l'existence nationale, c'est-à-dire tout simplement ce qu'on appelle l'État-nation. L'État-nation. Voilà. Ni plus ni moins. Mustafa Kemal, donc pour dire quelques mots sur le personnage, il est né en 1880 à Salonique. Alors Salonique, c'est une ville qui se trouve aujourd'hui donc en Grèce, qui était une des villes les plus cosmopolites de l'Empire. Il faut savoir qu'il y avait une très forte population juive à Salonique. On lui prête des ascendances européennes. Oui, alors effectivement, les historiens se disputent encore. Certains disent que Mustafa Kemal serait d'Önme en turc, c'est-à-dire un crypto-converti à l'islam. Pour d'autres, ce serait un Albanais. Quand on le voit effectivement, Mustafa Kemal est blond aux yeux bleus et avec un regard extrêmement clair. Donc il serait plutôt, de mon point de vue, à mon avis, un balkanique islamisé. Voilà. D'ailleurs, il est frappant de constater que la plupart de cette mouvance kémaliste et jeune turque, ce sont en réalité des Européens islamisés. Voilà. On appellera les Rouméliens. Des Rouméliens, exactement. Voilà, et qui ont fourni les cadres de l'État kémaliste. Lorsqu'on appellera plus tard les Turcs blancs. Les Turcs blancs, exactement. Voilà. Ça, on va y revenir. Donc, Mustafa Kemal est né en 1996 à Salonique. Il se lance dans une carrière militaire. Donc, il brille, notamment pendant la bataille des Dardanelles en 1915. Et puis, Mustafa Kemal, intellectuellement, il a été influencé donc
à la fois par les auteurs des Lumières, c'est ce on le dit souvent, il y a lu Voltaire, Rousseau, mais également certains auteurs français comme Auguste Comte, le positivisme, en fait l'empirisme organisateur, également Taine, Renan, le discours à la nation, et donc la grande idée de Mustapha Kemal, pour lui ce n'est pas l'occidentalisation, non, l'occidentalisation pour lui c'est juste un moyen et non une fin, c'est-à-dire... Un peu comme ont fait les Japonais avec la Meiji. Exactement, c'est la même démarche. C'est la même démarche, c'est-à-dire on va essayer de retrouver donc un esprit turc, mais en s'appropriant la technique occidentale. Donc l'idée de Mustapha Kemal, donc je l'ai dit, de créer un État unitaire, un État-nation et un État laïque. La laïcité étant la religion civique du nouvel État. Puisqu'avant, sous l'Empire ottoman, le lien était un lien religieux, c'était un empire cosmopolite, donc on pouvait être arabe, on pouvait être albanais, on pouvait être kurde, on était d'abord avant tout musulman. Ah oui, voilà, pour les musulmans en tout cas. Dans l'État-nation, qu'est-ce qui se passe ? C'est un lien national, donc qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on est avant tout turc. Ce sont les articles 66 et 3 de la Constitution à l'heure actuelle qui disent que, eh bien, il n'y a qu'un seul fait national reconnu en Turquie, c'est le fait turc, qu'une seule langue, le turc. Donc les Kurdes sont des Turcs des montagnes, pour reprendre une des phraséologies officielles. Exactement, même si, ces dernières années, les choses... En tout cas, dès les origines, c'est vu comme ça. Les minorités nationales, ethniques dans la nation n'ont pas aucune existence juridique au niveau collectif. Totalement. Et c'est pour ça qu'on peut parler donc le kémanisme. Qu'est-ce que c'est ? Le kémanisme s'inspire à la fois de ce qu'il y a pu de l'expérience soviétique, mais aussi de l'Italie fasciste à cette époque-là. Donc le kémanisme, c'est les Alteok, les sifflages du kémanisme, donc le nationalisme, le populisme, la révolution, l'étatisme, le laïcisme, etc., et la République. L'idée donc de Mustapha Kemal, c'est de faire et de créer un homme nouveau. Donc c'est une vision constructiviste, en fait. Constructiviste, dans la logique de construction nationale. Des constructions nationales. Voilà, donc la logique de la table rase, et on construit quelque chose d'entièrement nouveau. Alors, on peut le voir tout de suite. Tout d'abord, Mustapha Kemal, qui dit nouveau passé, nouvel avenir dit nouveau passé aussi, c'est-à-dire, comme je dis tout à l'heure, on va se rattacher aux civilisations anté-islamiques, donc aux Turcs d'Asie centrale. On va remettre ça en valeur. Faut savoir que, par exemple, sur les billets de banque en Turquie dans les années 20, on avait le loup gris, le fameux Bozkurt. Voilà. La légende Ergenekon. La légende de l'Ergenekon. Voilà. Donc, c'est aussi une révolution à caractère linguistique, dans la mesure où on va changer de langue. Auparavant, sous l'Empire ottoman, on parlait de ce qu'on appelle l'osmanisme. Donc l'osmanisme, c'était une langue extrêmement compliquée dans la mesure où c'était du turc, mais avec énormément de mots arabes, de mots persans, et qui s'écrivait avec l'alphabet arabe. Le grand problème de l'alphabet arabe, c'est que c'est un alphabet qui est l'arabe, ce sont des squelettes de mots, où les voyelles sont sous-entendues. Le problème du turc, c'est que c'est une langue où les voyelles se prononcent. Donc c'était une langue qui était qui était simplement l'apanage d'une très petite minorité. En 1930, il y a 90% de la population en Turquie est analphabète. Donc l'idée de Mustapha Kemal, c'est je construis une nouvelle nation, donc je veux que tout le monde sache lire et écrire, donc je veux démocratiser l'accès au savoir. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais adapter l'alphabet occidental. Alors, c'était absolument pas une trahison dans la mesure où les Turcs avaient, par exemple, les tables de leur cône étaient écrites en araméen, par exemple. Ça, on oublie de le dire. Donc, c'est ces tables qu'on a trouvées en Asie centrale. Donc, puisqu'il faut savoir que chez les Turcs, c'est quoi ? C'est une culture de la steppe, une culture de nomade, et que, donc, dans cette logique empirique, eh bien, ils empruntent beaucoup, dans des régions là où ils vont. L'exogamie aussi, au niveau de l'amalgame de tribus, de peuples, notamment les Indo-Européens. Totalement. Très précocement. Très précocement. Donc il y a toujours ce balancement. Ensuite, qu'est-ce que c'est cette révolution ? C'est une révolution géographique, puisque Mustapha Kemal va changer de capitale. Il va délaisser Istanbul, puisqu'il juge que les rives du Bosphore sont trop empreintes de cosmopolitisme. Istanbul, d'ailleurs, rien que le nom, ce n'est pas une ville turque. Istanbul, ce n'est pas du turc. Je sais que souvent on confond. Istanbul, ça vient de l'argot en grec. C'était les paysans grecs qui disaient Istanpolis, je vais à la ville. Et il va prendre Ankara. Ankara, donc, c'est une ville qui se trouve au cœur du plateau anatolien.
C'était donc le cœur de la résistance nationale lors de la guerre de libération. Et Ankara, donc, au départ, c'était quoi en 1920 ? C'était une ville, une cuvette marécageuse, avec des allées, des chemins de boue. Et Mustafa Kemal, du néant, va faire surgir comme ça des allées tracées au cordeau, avec des bâtiments monumentaux, calqués sur le monumentalisme de l'époque, c'est-à-dire une architecture qui va de préférence à la pierre, et dont l'un des plus beaux exemples est ce fameux mausolée d'Anuk Beard qui se dresse au-dessus d'Ankara, où est enterré à l'heure actuelle Mustafa Kemal, dans le plus pur style néoclassique. Donc une révolution. Alors, cette révolution, c'est aussi une révolution à caractère juridique. Mustafa Kemal va, dans cette logique empirique organisatrice, l'empirisme organisateur, c'est-à-dire qu'il va donc prendre ce qu'il juge de meilleur dans le corpus juridique européen de l'époque. Il va prendre donc le code pénal italien, le code commercial allemand, le code civil suisse, qui est directement inspiré du code civil français. Et tout ça, effectivement, c'est en rupture totale avec la tradition de l'Empire ottoman, puisque dans l'Empire ottoman, qu'est-ce que c'était ? C'était un droit religieux, c'était la charia. Donc c'était un droit religieux régi en droit positif. Il y a aussi des réformes vestimentaires, je crois, port de la casquette, interdiction du fez. Interdiction du fez. La barbe aussi, je crois. De la barbe, effectivement, la chasse à la pilosité. Alors, contrairement à une légende tenace, non, Mustafa Kemal n'a pas interdit le voile. Pour quelle raison ? Tout simplement parce qu'il faut bien comprendre qu'en 1920-1930 en Turquie, le voile était extrêmement peu porté. Et que le voyageur qui allait en Turquie dans les années 20-30, ou même encore dans les années 50-60, parfois il avait tout simplement l'impression, si on omettait les mosquées, d'être dans un pays balkanique. La Turquie était, entre guillemets, beaucoup plus européenne en 1910, en 1920, 1930, qu'à l'heure actuelle. C'est simplement avec le processus de réislamisation après la Seconde Guerre mondiale qu'on a vu apparaître donc le contraire, ce port du voile, en fait, qui est une coutume arabe. Voilà. De même qu'il y avait des villages en Turquie où il n'y avait pas de mosquée. Je pense aux Alévis, donc les Alévis dont on a parlé, eux, les filles ne sont pas voilées, ils boivent du vin, et il n'y avait pas de mosquée dans leur village. Sinon, pour revenir un petit peu sur la laïcité à la turque, en quoi diffère-t-elle fondamentalement de la laïcité à la française ? Alors, la laïcité à la turque, il faut oublier tout ce qu'on sait, tout ce que vous avez appris sur la laïcité française. En France, la laïcité, qu'est-ce que c'est ? C'est la séparation de l'Église et de l'État. En Turquie, ce n'est absolument pas ça. C'est l'encasernement de la mosquée par l'État. En réalité, on peut parler en Turquie d'une laïcité concordataire, comme il existe d'ailleurs en France, dans les départements d'Alsace-Moselle, où l'État français reconnaît 3 religions, donc le protestantisme, le judaïsme et le catholicisme. Simplement en Turquie, l'État ne reconnaît qu'une seule religion, c'est l'islam sunnite hanafite, ce qui met de côté de facto donc les chrétiens et les juifs, mais également les alévis. Donc il y a environ 20 à 30% de la population qui est de facto exclue. Alors qu'est-ce que c'est que cette laïcité ? Concrètement, elle fonctionne, c'est-à-dire que nous avons ce qu'on appelle le ministère des Affaires religieuses, ce qu'on appelle le dinayet, qui donc encadre la vie religieuse. Elle verse le salaire des desservants du culte, donc des imams, qui sont donc fonctionnaires de l'État. Tous les vendredis, les sermons sont visés par ce ministère, et le sermon est dit au nom de la République turque. De même, jusque dans les années 50, l'appel à la prière ne se fait pas en arabe, il se fait en turc. D'accord. Quelque chose qui s'apparente en fait à la constitution civile du clergé, telle qu'elle a été promue en 1790 Exactement. en France. Exactement. Et puis après, avec le Concordat de Napoléon, sachant qu'il y a aussi un objectif pour Kemal, c'est on veut faire un islam scientiste et national. Le but ultime, c'est quoi ? C'est d'arriver en fait au déclin des croyances et de la pratique. Parce qu'on se dit, si on laisse l'islam s'organiser de façon autonome, sans contrôle de l'État, le problème c'est que l'islam c'est une religion globalisante, eh bien elle pourra échapper à tout contrôle. Donc mieux vaut avoir la main dessus. Secondo, et c'est ça qui est très très paradoxal, pour le kémanisme, l'islam c'est aussi le ciment identitaire du pays. C'est-à-dire que lorsqu'on a procédé dans les années 20 aux échanges de population, lorsque Kemal a voulu faire de la Turquie un ensemble homogène, eh bien, on a fait la distinction entre Turcs et non-Turcs sur des bases religieuses.
Donc on a expulsé tous les Grecs, hein, de la région de l'ouest de l'Anatolie, en regardant tout simplement quelle religion ils pratiquaient, et vice-versa. Très bien, oui. Écoutez, on va interrompre momentanément ce propos tout à fait intéressant par une première pause musicale. Alors, c'est un morceau qu'on pourrait, d'un DJ turc, qu'on pourrait qualifier une sorte de basisectos à la turque, c'est-à-dire à la fois un mélange de world music et de rap nationaliste. Donc, c'est Her Şey Vatan için, Tout pour la patrie, de DJ Akman. Bu kanlar yaralar bağlamaz. Acı değil bu vatan toprağına dökülen karış karış. Ya vatan ya da can, Rabbimden rahmet sana kefensiz yatan. Gözünü buraya dikenin o yarım gözünü çakal, fazla göge ediyorsun ha. Türkçe rapte milliyet, biraz daha ciddiyet. Yaylan unlanitler şimdi nefret önünde. Sağa sola bakmasana lan şimdi bana. Türkçe rapte geliyor işte sana bomba. Dalgalanan göklerde yıldız ve hilal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Çalışan Türkiye gözümün önünde. Atam sen rahat ol yerinde. Mehmetçik tepede bekler nöbette. Türk bayrağı dalgalanır göklerde. Türkiye için ölürüm ben sözümde. Kimse duramaz Türk'ün önünde. Ben varsam bu dünya üzerinde. Kimse bölemez bu vatan göklerde. Her zaman ilerleme hedefinde. Sözünü tutan ve namusu peşinde. Bu vatanın üstünde herkes kardeştir. Bunu beynine iyi yerleştir. Her şey vatan için, 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 her şey vatan için. Bizans'ın şaşırma, sabrımı taşırma. Geliyor ziller, Türk rapinden suratına kartal gibi havalanırım göklere. Gökler benim, ay yıldız benim simgem. Affedemem vatanıma yanlış yapanı. 30.000 askerin canını alanı. Hatırası var şehidin unutmadım. Yapılanların hepsini hatırladım. Gözümün önünde ağlayan bir küçük çocuk. Baba diyor babasının künyesine. Mezar taşına sarılmış, neden niye? Sordum bunu kendime. Vatan vatan toprak altında yatan. Unutma sakın seni aldatan her zaman şeytan. Bitsin artık ölümler, bitsin artık bu çile. Çekemem bile bile. Birlikten güç doğar, güçler birleşti. Statik nefret sesle yener. Güçler birleşti, kötülükleri kovar. Vatan sağ olsun, budur bizi birleştiren nokta. Hedef dorukta, şaşma. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Güçler birleşti, hip hop sonsuza kadar. Sonsuza kadar. Her şey vatan için, 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 her şey vatan için.
bien, tout pour la patrie, bien sûr, c'est l'occasion d'aborder aussi un dernier point qui concernera ces fondements de l'État kémaliste, c'est le rôle extrêmement important qui est encore imparti de nos jours à l'armée. Exactement. Donc l'armée en Turquie, c'est simple, c'est en 1923, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est l'armée qui a créé l'État, et c'est l'État qui a créé la nation. Donc en réalité, l'armée, dans l'Empire ottoman, c'était donc l'élément le plus avancé sur la technique, celui qui était le plus au contact avec l'Occident, dans tous les sens du terme, et qui est donc la plus apte à faire entrer donc la Turquie dans le XXe siècle. Mustafa Kemal était un militaire, son successeur Ismet İnönü était un militaire. Bref. Et donc l'armée en Turquie, à l'heure actuelle, qu'est-ce que c'est ? C'est 600 000 hommes. C'est la plus grande armée de l'OTAN derrière les États-Unis et la plus grande armée en Europe. C'est environ 5% du PIB. C'est 18 mois de service. Je crois que le soldat turc est rude, discipliné. Le soldat turc est rude, bien discipliné. Donc il a fait ses preuves. Alors la Turquie restait neutre pendant la Seconde Guerre mondiale, mais les Turcs ont envoyé des contingents pendant la guerre de Corée, où ils ont fait tout à fait bonne figure. Et puis l'armée turque est intervenue en 1974 lors de l'opération Attila à Chypre, donc où elle a écrasé en prenant la moitié de l'île les troupes grecques. Voilà, donc on peut dire aujourd'hui c'est aussi un État dans l'État, qui a ses propres entreprises. Oui, effectivement, c'est aussi un État dans l'État, c'est-à-dire que l'Assemblée nationale turque n'a pas de droit de regard sur le vote du budget, c'est les militaires qui proposent, et c'est eux qui décident même. Pendant très longtemps aussi, il y avait ce qu'on appelle en Turquie le Conseil de sécurité nationale. Donc le Conseil de sécurité nationale chapeautait tous les gouvernements élus. Et ce Conseil national, en fait, mettait des lignes rouges. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le gouvernement démocratiquement élu franchissait des lignes comme étant le séparatisme, comme étant la laïcité, puisque l'armée la gagne de la laïcité, l'armée turque pouvait intervenir. Il y a eu plusieurs coups d'État, 1960, 71, 80 et le coup d'État de 97, où cette fois-ci les chars ne sont pas sortis des casernes, l'armée a juste fait un communiqué via le Conseil de sécurité nationale et le gouvernement s'est incliné et a été forcé à démissionner. Aujourd'hui, ce système est complètement remis en cause avec le processus d'adhésion à l'Union européenne, instrumentalisé par les islamistes au pouvoir, qui permet en fait de démilitariser donc cette société sans coup férir. D'accord. Alors, pour rester dans le domaine du nationalisme kémaliste, un dernier petit coup de projecteur sur une formation politique que certains auditeurs connaissent sûrement de nom, les fameux loups gris, le MHP, le parti de l'Action nationale, je crois. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ? Alors, le parti d'Action nationale, effectivement, aujourd'hui, c'est en 13% dernières élections. C'est 54 députés. C'est un parti qui prend ses racines en fait dans plusieurs formations. Il remonte en fait aux années 50. Son leader emblématique, donc Alparslan Türkeş, le colonel Türkeş, qui était surnommé Bajbou, le meneur, c'était son nom. Alors lui, il s'est fait connaître dans les années... C'était un jeune colonel au moment de la Seconde Guerre mondiale. Il était proche des milieux pantouraniens. Il y a même eu un procès contre lui en 1944 parce qu'on le trouvait un peu trop philo-germanique, philo-allemand. Il a fait partie donc des jeunes colonels qui ont renversé Adnan Menderes en 1960. Et après, donc, dans les années 70-80, donc à la tête de ce parti d'action nationaliste, qui là faisait dans les 3-4%, qui n'avait pas beaucoup d'importance électorale, mais qui était extrêmement présent dans la rue. Et donc ce parti d'action nationaliste, ces branches jeunes étaient connues, on les appelait les Zulkücüler, les idéalistes. Et le symbole de ces idéalistes, c'était justement le loup gris, le Bozkurt. C'est pour ça donc qu'on les appelait les loups gris. Pourquoi donc le loup gris ? Tout simplement, ça fait référence à une vieille légende turque, la légende de la Ganekon. Qu'est-ce que c'est que cette légende ? Ça raconte tout simplement, un peu comme la légende de Romulus et Rémus à Rome, donc une louve qui aurait sauvé donc les 2 derniers enfants d'une tribu turque, et qui après les aurait guidés jusqu'en Asie mineure. Voilà, donc c'est cette légende qui a été reprise par les nationalistes turcs. Alors au départ, ce mouvement d'action nationaliste est un mouvement très laïque et qui même dans une certaine mesure tend parfois même vers le chamanisme. C'est-à-dire qu'il y a toujours une tendance païenne au sein de ce parti d'action nationaliste, mais progressivement à la fin... Nouvelle droite turque, mais plus musclée. On peut dire ça. Oui, on peut dire ça. Mais à la fin des années 60-70, on va assister à ce qu'on appelle la synthèse islamo-nationaliste, et donc on va faire la synthèse entre ces éléments chamaniques et ces éléments musulmans. Donc la devise, on peut la résumer comme ça, c'est notre guide et le Coran, notre but est le Touran.
Voilà, ça c'était la devise des loups gris. Alors ces loups gris, après, ils vont être impliqués dans les années 70-80, cette fameuse stratégie de la tension. Donc on peut très facilement plaquer ce qui s'est passé en Italie, les années de plomb des années 70. L'instrumentalisation étrangère, c'était Gladio. Avec les réseaux Gladio, effectivement. C'est-à-dire donc qu'il y avait une lutte extrêmement violente entre droite radicale et gauche radicale à cette époque-là en Turquie, avec des milliers de morts. Rien que pour l'année 79, c'est 1200 morts. Victimes d'attentats. Et ces loups gris étaient en particulier utilisés par les services secrets turcs, le MIT, en Europe occidentale pour traquer justement les terroristes arméniens de la Salah. On pourrait parler par exemple du fameux Abdullah Çatlı qui, dans les années 80 à Paris, avec d'ailleurs l'accord au moins implicite de la DST, donc pour chasser ces Arméniens. Il y a surtout Ali Akça, bien sûr. Et le fameux Ali Akça, là, qui a été récemment libéré, dont l'attentat contre le pape. Voilà. L'attentat contre le pape. Donc, il semblerait que la filière bulgare ait été abandonnée. Il semblerait donc qu'il était manipulé par beaucoup de services, mais je crois qu'on ne sera jamais le fin mot de cette histoire. Comme souvent dans ce genre d'histoire, d'ailleurs. On parle aussi des connexions criminelles avec la mafia. La mafia, effectivement. Alors, cette connexion criminelle, elle est due à quoi? Dans la mesure où il fallait financer donc ces activités de terroristes en Europe, contre les Arméniens, contre les Kurdes. Il fallait trouver des sources de financement, et donc ces loups gris se sont trouvés des connexions avec la mafia turque, notamment dans tout ce qui était le trafic de drogue. D'accord. Oui, ça on a vu ça. C'est le même schéma que l'IRA en Irlande, pareil. Exactement, et puis dans d'autres pays également. Dans d'autres pays. Alors venons-en maintenant au deuxième grand moment de notre émission, c'est-à-dire en fait cette réislamisation de la Turquie par le bas, avec l'apparition de nouvelles forces politiques qui vont jouer un nouveau jeu et faire entrer le pays dans une nouvelle ère, remettant en cause en fin de compte les fondements de ce qu'on peut appeler l'État profond, le Derin Devlet, donc c'est l'État kémaliste, gardien du temple, en fin de compte, du dogme mis en place par le Ghazi, par Mustafa Kemal. Alors, quel est un peu le processus? On dit que ça commence d'après-guerre. Bon, il y a surtout deux partis qui peuvent être cités. On va essayer, il faut juste rappeler l'AKP. Voilà, il faut juste faire un petit rappel. La Turquie, en 1945, donc, elle est restée neutre pendant la Seconde Guerre mondiale. Le problème, c'est que dès 1945, elle fait face aux pressions de l'Union soviétique et que les Turcs vont demander de l'aide aux Anglo-Saxons. Et que les Anglo-Saxons vont dire d'accord, mais ils vont donner des conditions, c'est-à-dire vous démocratisez votre régime. Parce que la Turquie, c'était ni plus ni moins qu'un État autoritaire, le dernier reliquat de l'autoritarisme européen des années 30. Ce qu'on va faire les Turcs, et donc on va passer du système du parti unique à un système multipartite. Donc on va créer un nouveau parti qui est le Parti démocrate, qui est la matrice en fait de tous les partis de droite libéraux, conservateurs ou islamistes en Turquie. Et dès 1950, ce parti démocrate arrive au pouvoir. On peut dire en quelque sorte que c'est la revanche du pays réel sur le pays régal, de la périphérie sur le centre. Oui, je crois que c'est le prix Nobel littérature turc de 2006, Orhan Pamuk, qui parlait d'une sorte de colonisation de la Turquie profonde, de la Turquie réelle, les Turcs noirs, vous dites, par les éléments rouméliens, les Turcs blancs, donc toute la caste kémaliste en fin de compte. Effectivement, donc en fait, on assiste dans ces deux parties à une lutte entre les deux visages du Janus anatolien, c'est-à-dire d'un côté les Turcs blancs, ils sont laïcs, occidentalisés. En général, ce sont des descendants des Européens islamisés. On les trouve en Thrace, on les trouve sur le pourtour de la mer Égée, à Istanbul, à Ankara. D'ailleurs, aujourd'hui encore, ce sont les bastions du Parti républicain du peuple, du Parti kémaliste. Et puis l'armée, bien sûr. Et puis après, ce qu'on appelle les Turcs noirs, donc c'est le pays réel, qui sont donc plus conservateurs, plus croyants et surtout beaucoup plus nombreux, c'est-à-dire environ 70% de la population. Et donc ce pays réel, donc va se cristalliser à travers donc plusieurs formations de droite, qu'elles soient donc conservatrices ou religieuses, donc parti démocrate. Et ce parti démocrate donc va être interdit après le coup d'État militaire de 1960, et on va assister donc à ce moment-là à l'émergence de formations purement religieuses avec le parti de l'ordre et puis du salut national de Necmettin Erbakan, qui est le père véritable de l'islam politique turc. D'accord.
Voilà. Dans le parti REFA. Non, alors parce que ça viendra plus tard. Ça viendra plus tard parce que donc il a été le parti de l'ordre du salut national ont été interdits avec les coups d'État militaires de 71 et de 80, et ensuite donc c'est le REFA qui, à partir du parti de la prospérité, qui à partir de 80 prend la suite. Lors des coups d'État, tous les partis étaient interdits ou ils étaient visés ou cela tous les partis étaient systématiquement interdits puisque l'armée c'est le corps mystique de la nation et qu'elle ne supporte pas que la nation soit divisée. Donc on interdit tous les partis. D'ailleurs, vous dites dans votre ouvrage que c'est à partir de 80, avec le général Kenan Evren, qu'on commence à voir apparaître au sein de l'armée, enfin, propulsé par l'armée, une synthèse islamo-nationale. Exactement. Donc à cette époque-là, en fait, en 1980, donc on avait vu que la Turquie était passée par ce qu'on appelle, on peut appeler ça les années de plomb, de terrorisme, et les militaires turcs prennent conscience que les racines de cette crise sont avant tout culturelles. Que en fait l'adhésion à une forme d'occidentalisation sans âme, eh bien donc a provoqué donc une perte de repères, et que pour contrôler donc cette jeunesse turbulente, pour calmer donc les revendications des travailleurs, pour intégrer les travailleurs à la nation, eh bien il faudrait donc créer du lien social. Et créer du lien social comment ? Avec la culture, qui prédomine en Turquie, c'est-à-dire l'islam. Et donc, Evren, effectivement, va truffer ses discours de citations du Coran, et surtout, il va tout simplement rendre obligatoire l'éducation religieuse dans les écoles. Article 24 de la Constitution de 1980, qui rend donc, de 82, qui rend donc obligatoire donc, les cours de religion qui sont sanctionnés par une épreuve. Donc c'est un phénomène qui va contribuer à l'émergence donc politique des partis dont vous allez nous parler maintenant, c'est-à-dire les différentes étapes de la venue au pouvoir de partis qui se réclament du synthèse islamique. Voilà, c'est-à-dire que ensuite les militaires vont laisser place donc à une démocratie sous contrôle. Les premières élections vont être remportées par des partis de droite, qui, sans remettre en cause la laïcité, en défendent une interprétation plus ouverte. Le problème, c'est que ces partis de droite vont se retrouver avec, notamment, je pense à Turgut Özal, rapidement englués dans des scandales politico-financiers. Et à partir des années 90, le parti qui n'avait jamais été associé aux affaires, c'est-à-dire le parti islamiste, le REFA, lui, va profiter justement de ces scandales, mais aussi du fait que l'armée, en 1980, a décapité l'ensemble de la gauche, a décapité donc la mouvance syndicaliste. Et donc, les masses populaires en Turquie, elles votent pas. C'est ça qui est très paradoxal. C'est que en général, ce sont les plus aisés qui votent à gauche en Turquie et les plus pauvres qui votent à droite. Donc quelque chose de... cas de figure qu'on retrouve ailleurs. Oui, qu'on peut retrouver ailleurs. Mais en Turquie, qui est particulièrement flagrant, c'est-à-dire que le Parti républicain du peuple, qui a un programme social-démocrate et qui fait partie de l'internationale socialiste, même s'il en a été exclu il y a quelques années, il y a 2-3 ans, ses meilleurs scores, il les fait dans l'équivalent du 16e arrondissement, à Bakırköy, à Istanbul. Alors justement, vous parlez dans cet ordre d'idée d'une réislamisation par le bas, d'une revanche de la société sur l'État tout-puissant. Exactement. Une sorte l'État démiurge qui dictait tout jusqu'à maintenant, en tout cas qui empêchait l'émergence de nouvelles élites. Alors pouvez-vous nous détailler un petit peu ce processus, avec notamment l'émergence de ces nouvelles élites? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait, comme les Turcs blancs, donc les élites occidentalisées vivaient au crochet donc de cet État Baba, de cet État tout puissant, de cet État Moloch. Donc ils trustaient donc les grandes firmes d'État, et à côté donc de ces firmes d'État, les entrepreneurs conservateurs, religieux, eux, n'avaient pas de subvention, de subsides. Et donc très rapidement, eux, ils vont se couler en fait dans la nouvelle donne de la mondialisation à partir des années 80. D'autant plus que la mondialisation, elle va écraser donc la structure centraliste et jacobine de l'État-nation, et très rapidement, donc, on va pouvoir tisser de nouveaux liens entre le local et le global. Donc, ils vont saisir le tremplin. Et justement, qu'est-ce qui est le plus utile? C'est l'islam, qui fournit une grammaire commune non seulement avec l'ensemble des Turcs en Turquie, mais aussi avec l'ensemble du Moyen-Orient. Ouais. Exactement. Et donc, on va assister à ce qu'on appelle l'apparition d'un islam de marché. Donc d'un islam de marché, c'est la théorie de Max Weber, qu'on pourrait retranscrire, on pourrait parler d'éthique islamique du capitalisme. Oui, vous avez presque parlé de calvinisme. De calvinisme avec bien sûr les limites. Avec les limites du concept, bien entendu, la prédestination n'existe pas dans l'islam. Simplement, pour les musulmans,
Tout simplement, les islamistes turcs rappellent que Mahomet était un caravanier, c'était un homme d'affaires, un commerçant, que l'islam ne s'est pas simplement propagé par le glaive, mais aussi d'oasis en oasis par les caravanes, et que justement, en travaillant, donc en se donnant à fond dans sa tâche, dans l'ordre du monde assigné par Dieu, justement, d'une part, eh bien, on obéit au désirata du Tout-Puissant, mais aussi on fait rejaillir la richesse, l'argent qu'on gagne sur l'ensemble de la communauté à laquelle on appartient. Voilà, donc vous décrivez l'émergence progressive de cette bourgeoisie entrepreneuriale venue du petit peuple, de ce peuple des Turcs noirs. Comment vous délimiteriez un petit peu ce que vous appelez, qualifié de révolution conservatrice, néo-islamiste? Ce terme a quand même un sens bien précis, il renvoie à des expériences qui ont... Oui, mais alors révolution conservatrice, bon, il y a bien entendu une révolution conservatrice européenne, mais le modèle des Turcs, c'est un modèle anglo-saxon. Les islamistes ont été très influencés. Beaucoup des cadres de l'AKP, des partis islamistes en Turquie, ont fait leurs études en Angleterre, aux États-Unis, et ils ont particulièrement été impressionnés par la laïcité positive aux États-Unis. C'est-à-dire qu'ils disent, aux États-Unis, le chef sur le billet de banque qui a écrit In God We Trust, le chef d'État, président pratique serment sur la Bible, sur le livre saint de son choix, sur la Bible. Eh bien, nous, en Turquie, nous voulons la même chose, une laïcité positive. Donc, de même, ils se sont aperçus que, de toute façon, ils ont lu Edmund Burke, Joseph de Maistre, et paradoxalement, ils disent, écoutez, nous, les Lumières françaises, qui sont centralistes, laïques et jacobines, nous, on n'en veut pas. Nous, on est partisans d'une alter-modernité, d'une modernité conservatrice, qui aurait fait la synthèse entre donc l'économie de marché, les valeurs conservatrices, et puis la démocratie. Voilà, l'esprit de la tradition, pas la lettre. On est vraiment dans une démarche révolutionnaire conservatrice, en quelque sorte. Totalement. Les armes de la modernité au service de la tradition. Pour faire justement imploser cette modernité. Oui. Et puis alors justement, vous parliez de la mondialisation comme tremplin pour mettre en place cette dynamique. Quel est le rôle de l'intégration européenne là-dedans? Donc il a un rôle bien précis, je crois. Oui, il a un rôle bien précis. Alors il faut voir que les islamistes turcs au départ, étaient très loin d'être de fervents Européens. Bien au contraire. Il faut savoir que Necmettin Erbakan, donc dans les années 80-90, qualifiait l'Union européenne de club chrétien sous influence maçonnique. Que les islamistes turcs ne voulaient surtout pas que la Turquie entre dans l'Union européenne, qui était pour eux le réceptacle de la décadence. Et puis, progressivement, ils ont évolué. Ils ont connu, on peut dire, leur chemin de Bruxelles. En 1997, donc, qu'est-ce qui se passe? Coup d'État militaire. Une nouvelle fois, donc, le parti islamiste est interdit. Leurs dirigeants sont condamnés, jetés en prison. Et là, les islamistes commencent à réfléchir et se disent, et au final, si cette Europe bruxelloise qu'on vilipende, eh bien, elle ne serait pas tout simplement la meilleure protectrice contre l'arbitraire, justement, de l'État jacobin d'Ankara. Est-ce que, justement, ce ne serait pas un parapluie? Est-ce que, grâce aux droits de l'homme, eh bien, nos filles ne pourraient pas aller étudier dans les universités avec le voile, etc., etc. Et donc, on va assister à un retournement complet, un retournement à 360 degrés, où à partir donc de 2002, eh bien, Erdogan fonde un nouveau parti, le Parti de la Justice et du Développement, qui se veut donc partisan de l'économie de marché, partisan de l'entrée dans l'Union européenne, démocrate et conservateur. Alors on reprend sans vergogne un petit peu les catégories politiques et lexicales qui ont cours en Occident, de la démocratie aux droits de l'homme, aux droits individuels, etc. Parfaitement. Donc, avec des arrière-pensées quand même bien précises, comme vous le dites. Sachant, si je m'abuse, que la Turquie, depuis 1949, est membre du Conseil de l'Europe. Donc c'est-à-dire qu'en fait, l'aspect droits de l'homme était déjà censé... Alors il faut savoir que le Conseil de l'Europe, c'est une structure qui a été créée en 1949 pour distribuer l'aide du Fonds Marshall. Et qui était lié en fait à l'OTAN. Et ce qui s'est passé, c'est que la Turquie, normalement, n'aurait pas pu faire acte de candidature à l'Union européenne, puisque son territoire, géographiquement, n'est pas dans l'Union européenne. C'est au nom de cette raison qu'on a refusé la candidature du Maroc en 89. Le problème, c'est qu'il est écrit dans le traité de Rome que tout pays qui est membre du Conseil de l'Europe peut faire une demande d'adhésion à l'Union européenne. Enfin, à la Communauté européenne. Ce qui vaut d'ailleurs pour la Russie, en fait.
Oui, bon, voilà, c'est une question bien entendue. Hein, Alors, pour les islamistes turcs, l'équation est la suivante, pour Erdogan, plus d'Europe équivaut à plus de démocratie équivaut donc à moins d'armée à moins de laïcité, puisqu'en Turquie, l'armée est la garante de la laïcité, donc au final à plus d'islam. Et là, on a la quadrature du cercle. D'accord, on renvoie l'armée dans ses casernes, et puis on lui met un petit peu la pression. Hein. Je crois qu'il y a quelques années, il y a eu ce fameux procès Ergenekon. Hein, qui continue d'ailleurs. Qui continue, oui. Bon, on a parlé d'un complot ourdi par des représentants de l'État profond, de cette structure, surtout axée autour de l'armée et des tenants de la ligne dure, kémaliste. Alors, quelle est votre opinion un petit peu sur c'est quelque chose, le procès Ergenekon est quelque chose d'extrêmement complexe. Donc pour ça, il faut revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure. On avait parlé donc d'État profond. Qu'est-ce que c'est que l'État profond en Turquie ? Eh bien, on a l'État, on va dire veilleur de nuit, hein, qui gère les affaires courantes. Et puis nous avons l'État réel, celui qui est derrière donc, qui est derrière la scène et qui tire les ficelles. Pour un ministre, je pense comme Demirel ou un autre comme Ecevit, l'État profond, pour eux, c'est l'armée. Puisque c'est l'armée qui a créé la République. Voilà, et c'est elle qui tire les manettes. Bon. Ça désigne, on peut dire, l'État profond, un groupe qui ressemble des militaires, des agents des services secrets et des hauts fonctionnaires. Si on peut faire même remonter la généalogie de l'État profond au début des années 20, avec ce qu'on appelle l'organisation spéciale, l'OS. Voilà. Donc cet État profond, hein, il aurait été derrière les coups d'État successifs. Puis bon, on l'accuse d'avoir voulu remettre en place une stratégie d'attention. De l'attention, effectivement. Des attentats, c'est-à-dire de faire porter aux islamistes le chapeau sur un certain nombre de meurtres, d'attentats, de personnalités laïques, hein, pour permettre en fait à l'armée d'avoir un motif pour intervenir. De même, il y a eu le fameux plan Marteau, hein, Bayloz, et marteau de forge. Ce plan prévoyait notamment des attentats dans les mosquées à Istanbul. Il prévoyait des incidents même frontaliers avec des combats aériens avec l'aviation grecque. Tout ça aussi pour permettre donc une situation de chaos, hein, qui puisse donc permettre à l'armée de revenir donc sur le premier plan. Simplement, si l'État profond existe, si ces projets aussi existent, si effectivement il y a des myriades de réseaux qui luttent à l'heure actuelle contre l'AKP, il faut savoir aussi que la police turque, aujourd'hui, est infiltrée par une confrérie religieuse qui est la confrérie de Fethullah Gülen. Ah oui, ça, j'en ai que vous en parliez un petit peu. Que cette confrérie religieuse donc infiltre donc la police turque et que l'aurait donc notamment les services des écoutes et que au vrai, elle aurait mêlé aussi des éléments faux. Hein, ça, c'est vrai pour le plan Marteau. Hein. Il y a des éléments qui ne se corroborent pas. Et surtout, cette histoire d'Ergenekon, ça permet à l'AKP de mettre en fait tous ses opposants, de les enfermer dans la même nasse et de dire de toute façon, si vous êtes contre nous, c'est que forcément, hein, vous faites partie de ce complot. Voilà. De toute façon, on n'a aucune preuve, mais c'est normal puisqu'un complot, c'est secret. Bien sûr. Bon. Et c'est là où justement, où à l'heure actuelle, il y a une dérive de l'AKP, hein, qui est pris littéralement de démesure, on peut dire même d'hybris. Et il faut savoir aussi que cette histoire de complot Ergenekon apparaît à partir de 2007-2008. On a les premières interpellations. Au moment où justement il y a une procédure qui a été lancée par la Cour de cassation pour interdire l'AKP. Suite en fait à la volonté de l'AKP d'autoriser le port du voile dans les universités. Alors, on fait diversion aussi sur une manière. Et donc l'idée c'était, voilà, au départ l'idée de l'AKP c'était représailles. Vous voulez nous interdire ? Très bien. Eh bien on va couper les assises de l'État profond. Donc c'est une lutte à mort à l'heure actuelle. D'accord. Alors pour revenir un petit peu avant, donc dans la décennie 2000, donc on a le renforcement de l'AKP, surtout de son action profonde dans la société. Rapidement, justement, un petit mot de ses confréries, notamment celle de Fethullah Gülen, avec ses écoles, avec tout son réseau, son rôle dans cette révolution culturelle, en fin de compte, et politique qui est en cours et qui se développe. Alors, les confréries religieuses en Turquie, ce sont des confréries soufis, hein, qui remontent très loin à l'Empire ottoman. La principale, c'est la confrérie des Nakshibendis, la Nakshibendia. Nous avons donc qui remonte aux alentours du XIVe siècle. Elle-même, elle est divisée, donc il y a trois grands tékés, hein, dans cette, on va pas les détailler, hein, mais disons qu'elle est plus ou moins derrière la plupart des partis islamistes en Turquie.
Nous avons aussi les Souleimanji, elle qui est plutôt une confrérie d'orientation, on va dire, islamo-nationaliste. Et puis nous avons troisième autre grande confrérie, les Nourjou, à l'heure actuelle, donc avec les disciples de Fethullah Gülen. Qui est Fethullah Gülen? Fethullah Gülen est un imam, donc il est né en Anatolie orientale. Il s'est fait très tôt remarquer dans les années 70-80 par un anticommunisme fervent. Donc c'est toujours quelqu'un qui a été aligné sur des positions occidentales, pro-américaines. Il est très méfiant à l'égard de l'Iran. Il tourne plutôt le dos au monde arabo-musulman. Et donc son idée, c'est de créer une révolution silencieuse, c'est-à-dire on apprend le masque d'un islam modéré, d'un islam qui serait compatible avec la technique, puisque le maître spirituel des Nourjou, c'est Saïd Nursi, c'est-à-dire on fait donc la synthèse entre la foi et la raison, comme saint Thomas d'Aquin. En reprenant toujours la rhétorique démocratique qu'on aime bien entendre, qu'on aime bien entendre, et puis on est pour la démocratie, et puis surtout on condamne toute forme d'extrémisme, de terrorisme, on est toujours auprès de l'État turc. C'est pour ça d'ailleurs que Fethullah Gülen s'est toujours tenu à l'écart de la mouvance islamiste politique traditionnelle, en accusant notamment Erbakan de trop polariser le champ politique. Ce qui n'empêche pas moins qu'aujourd'hui, derrière l'AKP, Fethullah Gülen a une très 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 grande importance. Voilà, à vous lire, c'est assez impressionnant. On voit un réseau d'écoles, d'universités, c'est-à-dire qui s'étend non seulement en Turquie, mais à l'étranger. Oui, à l'étranger, c'est-à-dire en Asie centrale, dans les Balkans, et puis même en France. Il y a une école qui s'est ouverte à Villeneuve-Saint-Georges, d'ailleurs avec des cadres de l'enseignement privé français, dans lequel justement on délivre une éducation religieuse, traditionnelle, conservatrice, mais aussi élitiste. Le but, c'est de former les futurs cadres des sociétés. Il le cache pas d'ailleurs. Il le cache pas sans vergogne. Non, il le cache pas. On place nos pions. Il y a aussi des groupes de presse. On peut penser au quotidien Zaman. Donc il y a même une version de Zaman en France, Zaman France. Zaman qui veut dire donc le temps. Et donc on a aussi toute une série de cercles de pensée, de think tank. Et puis on essaye d'influencer l'opinion publique, non seulement nationale. Donc on va décrire les militaires comme étant un groupe de traîneurs de sabre impies, ennemis de la démocratie. Ça, c'est ce qu'on dit aux Turcs. Et puis à l'opinion mondiale, notamment aux Européens, aux Anglo-Saxons, on leur raconte que ça y est, nous sommes l'islam modéré, l'islam de demain. Et puis alors justement, on essaie de présenter les kémalistes, c'est très intéressant, comme étant la République soviétique d'Ankara, un reliquat nationaliste. Ils ont réussi, en fait, ça, le tour de force de cette confrérie, c'est d'avoir réingardisé les kémalistes en les dépouillant du flambeau de la modernité. Oui, c'est très fort. En fait de compte, c'est un travail métapolitique exemplaire. Qui s'est étendu sur plus de 30 ans. Et qui continue d'ailleurs. Et qui continue aujourd'hui d'ailleurs. Oui. Après, qui a profité quand même aussi des faiblesses, en gros des erreurs qu'a pu commettre l'armée aussi peut-être sur une course en avant autoritaire. Totalement, oui. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on profite du fait que l'armée d'ailleurs, n'a pas été assez dévalorisée au niveau de l'image qu'on veut donner, de la perte de vitesse des notions de nationalisme, de patriotisme, d'enracinement. En fait, ils jouent sur du velours en reprenant cette rhétorique. À partir du moment où en l'instrumentalisant. Exactement. À partir du moment où l'État-nation se dissout dans la mondialisation, sa religion civique, la laïcité aussi. Elle suit donc la même voie. Qu'on suit d'autres pays européens. Totalement. Continue à suivre. Donc. Alors, on va essayer de passer à un troisième moment de notre émission en étudiant justement ces changements profonds liés à la montée en puissance de l'AKP, donc de la Turquie, au sein du jeu international et de l'environnement géopolitique. Donc, il y a effectivement des intérêts multiples qui sont en jeu. L'AKP a aussi son mot à dire. Il a en tout cas ses arrière-pensées. Il y a la volonté américaine de remodeler ce Moyen-Orient d'abord par l'entremise des néoconservateurs au début de la décennie 2000, puis ensuite sur un mode plus soft, on va dire. On n'est pas sur le courtoisie, on en profite. Donc avec la présidence Obama. Donc comment un petit peu se conjugue la politique turque menée depuis 2002, je crois, 2002-2003 avec l'AKP. Vous avez aussi délimité dans votre ouvrage l'existence de trois grands courants
idéologiques qui ont leur vision de la politique étrangère, à savoir la synthèse islamo-nationaliste, le courant souverainiste et la synthèse néo-ottomane. Alors, pouvez-vous un petit peu nous reprendre ces trois courants et je pense inciter particulièrement sur le dernier, je crois. Oui. Alors, c'est les trois grands courants qui existent dans la politique étrangère turque. On peut donc, tout d'abord, vous l'avez très bien dit, donc la synthèse islamo-nationaliste. Alors là, c'est effectivement la plus bruyante et celle auquel on a peut-être été la plus habitué. C'est-à-dire, elle a été largement utilisée, je pense, par des auteurs comme Alexandre Delval ou surtout par les milieux pro-serbes dans les années 90 et début des années 2000, pour dire, ça y est, les méchants turcs, il y a une diagonale verte qui existe d'Istanbul jusqu'au Sandjak, en Bosnie, jusqu'à Sarajevo. Voilà, c'est attention, bref. Les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Qu'est-ce que c'est que cette synthèse islamo-nationaliste ? C'est tout d'abord l'idée, comme je l'ai dit, que islam et nationalisme sont compatibles. L'idée aussi que, que tous les peuples turcs doivent se sentir solidaires, d'autant plus s'ils sont musulmans. Alors justement, pendant la guerre de Bosnie dans les années 90, il y avait eu un slogan qui avait cours dans la presse turque, notamment dans le journal Turkiye, c'était « La Bosnie ne sera pas une nouvelle Andalousie ». Voilà. Pareil, de même, on peut aussi trouver des traces de cette synthèse islamo-nationaliste dans les propos d'Erdogan, lorsqu'il dit, en 2009, lors des exactions qui ont été commises par les Chinois contre les turcophones du Xinjiang, en disant que c'était un génocide. Bon, ce sont des mots d'ordre qu'on trouve beaucoup dans la presse, à la télévision, dans la radio, dans les médias, mais après, curieusement et paradoxalement, il y a très peu de répercussions sur la politique concrète sur le terrain. En disant qu'on est principalement dans le registre de l'émotionnel, de l'épidermique. Exactement, voilà. C'est-à-dire que dans les années, quoi qu'on dise certains spécialistes, la Turquie quasiment pas intervenu dans le conflit yougoslave. Elle n'a pas fourni d'armes à la Bosnie, ou très peu. Des contingents d'interposition. Un peu d'aide humanitaire, et puis ce s'est limité à ça. De même pour le Kosovo. Pourquoi ? Tout simplement parce que les Turcs ont des problèmes avec leur minorité, avec les Kurdes, et ils ne vont pas se faire le chantre justement du séparatisme, alors qu'eux-mêmes défendent un État unitaire. Bon, il faut quand même être cohérent et logique. Une cohérence, oui, minimum. Une cohérence minimum de la part de l'État turc à respecter. Ensuite, deuxième courant en politique étrangère, c'est ce courant donc souverainiste, ou ça de jeu. Donc Ulus en turc, c'est la nation, mais la nation, en fait, le terme nation vu sous un angle laïque, parce qu'il y a un autre terme en turc pour des nations qui est midi, mais là ça a une connotation religieuse. C'est la nation musulmane. Ulus, c'est la nation turque, même lorsqu'elle n'était pas islamique. Donc c'est un courant, en fait, on pourrait dire, qui fait la synthèse entre une certaine gauche kémaliste et une certaine droite radicale. Donc il y a des auteurs comme Swatilan, je pense, comme Ümit Özdağ, mais aussi... Oui, vous parlez de la cristallisation d'une nouvelle tendance nationaliste révolutionnaire qui reviendrait au fondement du kémalisme. C'est-à-dire refus donc des traités, des alliances inégales comme l'OTAN, refus donc du processus d'adhésion à l'Union européenne, respect de la laïcité, culte pour un État fort. On pense aussi d'orientation eurasiste. Et effectivement, qui est lié à l'heure actuelle, ce courant est très lié en fait à des connexions avec la mouvance eurasiste. Voilà, notamment Alexandre Douguin qui a fait des conférences là-bas. Avec Alexandre Douguin, qui a fait des conférences là-bas. Son ouvrage a été traduit d'ailleurs, son maître ouvrage. Parfaitement, qui a été traduit là-bas. Et cette mouvance a ses entrées dans les cercles militaires, chez les officiers supérieurs de l'armée turque. Donc, je pense au général Tolon, par exemple, au général Kılıç Arslan, qui d'ailleurs ont été arrêtés dans le processus, dans le cadre du procès Ergenekon. Comme par hasard, d'ailleurs. Comme par hasard, on pourrait se dire. Et donc, ils regardent en direction non seulement de l'Asie centrale, mais plus globalement, leur idée, ce serait de créer un bloc continental avec donc la Russie, la Chine et l'Iran. Voilà, qui serait une alternative donc à l'Union européenne. Est-ce qu'on pourrait considérer que c'est peut-être la sensibilité qui pourrait nous convenir le plus, quoi, par rapport à nos... Peut-être. Bon, mais sans se cacher que il y a aussi sûrement des Non, questions, mais disons que le racisme est une tentative intéressante, justement, de vouloir créer donc un bloc
continentale, donc, et aussi donc, de créer un monde multipolaire. Hein. Et donc, il y a des choses à creuser dedans. D'autant plus que l'eurasisme, ce n'est pas le pantouranisme. Hein. Le panturquisme, c'est la volonté de réunir tous les Turcs dans un même État. Et l'eurasisme turc, à l'heure actuelle, et même s'il veut la collaboration avec les Turcs d'Asie centrale, effectivement, il y a quand même cette idée que ce sont des États indépendants et qu'il faut aussi donc respecter leur indépendance. Oui, il peut s'appuyer notamment en ce qui concerne les Russes, les drapeaux de Lyov-Gumilyov, qui montraient justement une certaine identité entre les turcs et slaves. Quoi. Et slaves. Et dernière famille, donc c'est donc le néo-ottomanisme. Alors le néo-ottomanisme, il puise ses racines en fait assez loin, c'est-à-dire dès le 19e siècle, il y avait un courant néo-ottoman qui existait. Donc l'idée du néo-ottomanisme, c'est de dire que finalement, les néo-ottomans considèrent avec un certain scepticisme le kémalisme, considèrent que la Turquie a vécu une lobotomie culturelle, qu'elle s'est coupée de son environnement régional naturel, et que justement, en se repliant sur le réduit national anatolien, la Turquie kémaliste a exacerbé les conflits avec ses voisins. Et aujourd'hui, le principal théoricien donc, de ce néo-ottomanisme, c'est le ministre des Affaires étrangères, qui est Ahmet Davutoğlu. Ahmet Davutoğlu, qui est lié aux frères musulmans, qui, on le voit dans ses écrits, que ce soit Alternative Paradigms, qui est sa thèse, qui a été publiée en anglais, ou Stratégique d'Iranique, profondeur stratégique, a été assez influencé par les penseurs traditionnels. Ça se voit. Et lui, donc, l'idée, ce serait tout simplement de dire que la Turquie doit donc renouer donc, avec l'islam et se servir de l'islam comme une glue qui pourrait à la fois donc, servir à résoudre ses problèmes intérieurs avec les Kurdes, en disant aux Kurdes, vous faites partie de la Oumma. Comme c'était le cas avant l'État kémaliste. Exactement. Donc, substitution du lien national par un lien religieux, et de prolonger cette politique, donc, avec l'ensemble de la région, justement, en revivifiant le souvenir de l'Empire ottoman, non pas dans une démarche néo-impérial, mais plutôt dans l'idée d'un soft power, c'est-à-dire, comme c'est ce qui est fait aujourd'hui avec la Syrie. La Syrie s'est considérablement rapprochée de la Turquie depuis 2004. Oui, j'ai vu, il y a 4 pays qui ont supprimé leur visa. Exactement. Irak, Iran, Syrie et Turquie. Récemment, vous parliez de la réactivation d'une sorte de nouveau pacte de Bagdad, mais sans les États-Unis et sans le Pakistan cette fois-ci. Alors, c'est très paradoxal parce que cette politique, donc ce courant néo-ottomaniste, à la fois n'est pas négatif à l'égard de l'Occident. C'est à la fois, effectivement, il affirme une identité islamique qui est forte. Il faut voir qu'aujourd'hui, la Turquie préside l'organisation de la conférence islamique, espèce d'ONU musulmane, que Davutoğlu dialogue avec tout le monde, que ce soit avec le Hamas de Khaled Meshkal, que ce soit avec l'Iran d'Ahmadinejad, on a vu avec le fameux accord sur le nucléaire, mais c'est aussi avec le Soudan d'Omar el-Bashir, donc pas forcément effectivement des pays qui sont très fréquentables aux yeux de la communauté internationale, et en même temps, justement, elle ne verse pas dans l'anathème occidental comme l'Iran. Elle a justement une position qu'on pourrait qualifier de juste milieu. Alors par certains observateurs américains, comme Graham Fuller, je pense, qui est un spécialiste de la Turquie. C'est le partisan d'une modernisation de l'islam. Oui, alors lui, c'est l'ancien vice-président de la CIA. Lui est très, très partisan de l'actuelle politique turque parce qu'il dit qu'une Turquie qui ne dit pas forcément oui aux États-Unis, qui dit même de temps en temps non, comme elle l'a fait en 2003 lors de la guerre du Golfe, devient un pays qui est plus écouté. Elle se départit de cette image de fourrier de l'impérialisme occidental qui lui collait à la peau jusqu'à ces dernières années, puisque les Arabes, ils voyaient les Turcs comme les alliés des Américains. Et puis il faut dire aussi que la diplomatie turque, par exemple dans les années 50, la Turquie était l'un des très rares pays musulmans à voter pour la France lors de la guerre d'Algérie aux Nations Unies. Effectivement. Donc, elle gomme cette image de fourrier de l'impérialisme occidental, et donc elle réussit à jouer un rôle central. Et on le voit bien notamment avec la question israélo-palestinienne. C'est-à-dire que les Turcs se veulent justement les porteurs des bons offices entre Israéliens et Syriens. C'est ce qui s'est passé lors des négociations de 2007, 2008. Et pour les islamistes, il est hors de question, quoi qu'en disent certains spécialistes, de rompre avec Israël.
Il Alors tord du justement, Pour quelle raison? Développer un petit peu cette alliance stratégique Turquie-Israël. Alors, Je crois qu'elle a été plus ou moins malmenée ces derniers temps, avec certains événements, notamment la flottille au large de Gaza, etc. Alors, Donc, tout d'abord, il faut voir que les Turcs et les Juifs ont entretenu depuis longtemps des rapports particuliers. Il faut savoir que tout d'abord, il y a des tribus turques juives, les fameux Khazars, tribus de la Volga qui s'étaient convertis au judaïsme et qui ont donné naissance après à nos juifs askénazes. Voilà. Voilà, c'est notamment les thèses d'Arthur Koestler, de la 13e tribu. Ou de la 13e tribu, Ouais. mais aussi de Lev Gomilev, qui en parle aussi, l'un des théoriciens de l'eurasisme. Ouais. Et donc, nous avons aussi, il faut savoir aussi qu'en 1492, Isabelle la catholique, lorsqu'elle exclut les juifs d'Espagne, l'expulsion, eh bien, où vont ces juifs? Ils vont dans l'Empire ottoman, où ils sont littéralement accueillis à bras ouverts par le sultan calife. Et par la suite même, il y a une certaine symbiose entre ottomans et juifs, puisqu'il y a ce fameux prophète, Sabaïd Zevi, qui veut justement faire une synthèse entre l'islam et le judaïsme, d'où ce phénomène des crypto-convertis à l'islam, de ces fameux Dönmé. Par ailleurs, il faut savoir aussi que dans les années 1900, je pense par exemple à des sionistes de droite comme Jabotinsky. Jabotinsky était très proche des milieux jeunes turcs. Il était même le rédacteur en chef de leur journal. Que l'un des théoriciens du kémalisme, je pense à Alp Tekin, de son vrai nom Moshe Cohen, était aussi très proche était donc un théoricien du kémalisme. En 1948, la Turquie est l'un des premiers pays musulmans à reconnaître donc Israël. Alors bien entendu, pour les Turcs, il s'agit d'une alliance de revers. On veut se couper à tout prix avec le monde musulman, avec le monde arabe, et justement, l'Israël, il y a un peu comme en Turquie, avec le kémalisme, le sionisme et le kémalisme sont deux projets qu'on peut mettre en parallèle. Et puis il y avait la Syrie, comme dit surtout. D'un côté comme de l'autre, il y a l'idée de créer un homme nouveau, qu'on veut réenraciner à tout prix. Effectivement. Mais progressivement, donc ces rapports malgré tout vont se distendre. Plus la Turquie se réislamise, plus justement les Turcs vont marquer une certaine distance à l'égard d'Israël. Dans la mesure où il faut savoir que dès les années 70, la Turquie va voter en 1975 la fameuse résolution qui condamne Israël comme un État raciste et impérialiste. Ça, aujourd'hui, tout le monde dit que c'est la rupture entre la Turquie et Israël, mais il y a déjà eu des périodes de tension. De même, en 1982, lorsque Israël choisit Tel Aviv comme capitale, que fait la Turquie? Elle rétrograde au rang de simple représentant chargé d'affaires son ambassade là-bas, à Tel Aviv. Bon, alors effectivement, il y a cette fameuse alliance militaire qui a été signée en 1996-97 entre la Turquie et l'Israël. Alors là, l'idée pour les Turcs, et pour les Israéliens, c'était une alliance qui était conjoncturelle dans la mesure où, à cette époque-là, la Syrie abritait la base arrière du PKK. Les Syriens se servaient du PKK pour faire pression sur les Turcs. Pour nos auditeurs. Pour faire pression sur les Turcs, dans la mesure où l'Anatolie, c'est le château d'eau du Moyen-Orient. Que les Turcs contrôlent, en fait, on pourrait dire un robinet avec le Tigre et l'Euphrate. Oui, mais des barrages, avec les barrages, le projet du grand projet anatolien. Et donc, ils en contrôlent les débits. Que ces pauvres Syriens se retrouvaient donc avec l'arrivée avec pas grand-chose. Et donc, en représailles, donc, ils jetaient sur les Turcs les terroristes du PKK. Et que vont faire les Turcs? Ils vont créer une alliance de revers donc avec Israël pour faire pression justement sur Israël. Et on voit qu'est-ce qui se passe tout simplement qu'en 1998, en octobre 1998, on va frôler la guerre de très près. Et donc la Syrie va arrêter toute aide au PKK. Elle va même expulser Öcalan, qui sera donc attrapé 3 mois plus tard donc au Kenya par les services secrets turcs. Et aujourd'hui, alors l'idée pour les islamistes turcs, c'est on critique Israël, mais en même temps, on sait qu'il y a des lignes rouges à ne pas franchir, dans la mesure où le fait pour un État musulman de civiliser, entre guillemets, d'avoir des rapports avec Israël, c'est un formidable passeport aux yeux de la communauté internationale. L'Iran d'Ahmadinejad, elle est dans une rhétorique incantatoire, et puis, au final, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas grand-chose. Tandis que la Turquie, elle critique, peut-être, elle critique fortement, mais en même temps, elle a des rapports avec Israël. Alors, les rapports avec les Américains aussi, ça c'est un petit peu... Je vais juste demander à Tancred, dans quelle mesure cette revitalisation un petit peu de la place de la Turquie dans l'Oumma, comment est-ce que c'est vu par l'Arabie Saoudite, et en gros par des pays qui, à un moment, peuvent prétendre quand même avoir un rôle...
conducteur ou un rôle dirigeant, entre guillemets, dans l'islam sunnite ? Bien, paradoxalement, c'est pas forcément mal. Alors, il y a toujours une tension entre Turcs et Arabes, c'est-à-dire que les héritages de l'histoire, c'est-à-dire les Turcs reprochent aux Arabes leur trahison en 1916, le fameux coup de poignard dans le dos avec la révolte arabe. Et puis les Arabes reprochent aux Turcs en disant vous êtes un peuple grossier, inculte et barbare. Voilà, vous avez travesti, dominateur, sûr de vous. Vous avez travesti les authentiques esprits de l'islam. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il faut bien aussi avoir en tête, que l'Arabie Saoudite, avec ce qu'on appelle le capital vert, a fourni énormément de capitaux. Donc à la Turquie, et en particulier aux entrepreneurs islamiques en Turquie. Oui, vous le montrez dans votre ouvrage d'ailleurs, vous insistez un peu dessus. Exactement. Et parce que, en fait, la Turquie a une base industrielle productive que n'a pas l'Arabie Saoudite. Et puis l'Arabie Saoudite est excentrée au Moyen-Orient par rapport justement à la Turquie, qui se trouve donc au carrefour de 3 continents. Et elle était effectivement, à l'heure actuelle, la Turquie est la plus à même, par cette identité duale, à la fois occidentale et orientale, à pouvoir assumer justement, et de par son histoire, cette légitimité historique avec l'Empire ottoman, à pouvoir assumer justement ce rôle de conductrice de l'ensemble du monde musulman. Alors justement, monde musulman, c'est vrai que notamment souvent dans notre mouvance sens très large, certains de leurs représentants présentent l'islam comme un véritable vecteur de résistance face au nouvel ordre marchand international, de par sa nature qui condamne certains phénomènes qui sont liés au néolibéralisme, à l'économicisme. Or, est-ce qu'on peut voir qu'à travers justement cette synthèse turque, cette synthèse néo-islamiste, qu'est-ce que c'est pas quand même un démenti à cette assertion un petit peu simpliste, on pourrait dire, montrer qu'il y a peut-être une voie de développement musulmane qui pourrait être, pour le dire ainsi, systémo-compatible, et rentrer peut-être plus ou moins facilement dans les jeux des Américains pour la création d'un islam modéré qui fasse leur jeu et qui s'inscrive dans leur vision géopolitique. Qu'en pensez-vous en fait ? En même temps aussi, de mon point de vue, je pense pas qu'il faille. C'est quand même facile de développer, de diaboliser l'économie de marché, et de dire dès qu'on parle d'économie de marché, à chaque fois, ce sont les États-Unis. En Chine, il n'y a pas besoin des États-Unis pour pouvoir développer une économie de marché. Et l'économie de marché, elle s'accorde parfaitement à la mentalité, au confucianisme. Donc là, il faudrait quand même aussi se garder de ce genre de prismes qui sont parfois un peu réducteurs. Alors, mais là, un islam qui puisse être vecteur de développement, alors que ce développement avait été stoppé à la fin du Moyen-Âge. Oui, mais en réalité, qu'est-ce que c'est que ce modèle, cet islamo-capitalisme, dans une certaine mesure ? C'est le transfert du modèle de développement asiatique, du modèle chinois, du modèle japonais, du modèle indonésien, à la Turquie. Donc c'est pas forcément les Américains, même s'ils jouent un rôle, qui sont derrière tout ça. Après, effectivement, chez les Américains, je pense à quelqu'un comme le conseiller d'Obama sur l'islam, qui est Vali Nasr, qui a écrit un livre récemment qui s'appelle Mécanomique, comme Reaganomique, Mécanomique, qui dit justement qu'au premier abord, c'est une islamisation de la modernité, le phénomène auquel on assiste, mais qu'en réalité, l'islamisation de la modernité, tôt ou tard, elle débouchera sur une modernisation de l'islam. C'est ce qu'aussi montre Patrick Kaheni dans son livre sur l'islam de marché. C'est-à-dire que quoi ? Les Turcs pourraient être un petit peu les précurseurs de ce mouvement. Alors qu'est-ce que c'est que l'islam ? Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on accepte le consumérisme, on se départit d'une certaine forme de nihilisme, d'un certain pessimisme quant à l'existence sur Terre, et on accepte de consommer, mais de consommer halal. Mais ça crée des paradoxes, parce que maintenant, tout est halal. C'est-à-dire qu'on voit arriver sur le marché en Turquie des maillots de bain halal, c'est-à-dire des maillots de bain où justement on a le corps entièrement recouvert. Et puis même tout simplement, il y a la question du voile. La question du voile, pour juste donner un exemple, on crée des lignes de voile glamour. C'est-à-dire qu'au départ, le voile, qu'est-ce que c'est ? Ça doit être normalement pour protéger la femme de la lubricité de l'homme. Et donc, ça doit être quelque chose qui ne doit pas attirer le regard. Tout noir. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des voiles de couleur chatoyante qui provoquent l'effet inverse de ceux escomptés.
En fait, ça pose le dilemme suivant. Est-ce que l'islam serait solide de la modernité ou la modernité solide dans l'islam ? Exactement. Comme on l'a vu déjà pour d'autres modes de développement, que ce soit le Japon ou des modes de développement asiatiques. Toujours, est-ce que l'islam sera capable, en tout cas, c'est cet islam qui veut s'adapter et reprendre les recettes de la modernité pour se développer et aller de l'avant, est-ce sera capable de résister à la dissolution qu'entraîne ce processus de modernité et qu'on a pu constater ailleurs, quoi. Alors, pour terminer un petit peu sur ce plan international, quel est le rôle aujourd'hui que la Turquie pourrait jouer dans les bouleversements qui sont en cours dans les pays arabes, quoi, avec ces dites révolutions arabes, hein, on prête aussi, peut-être une exemplarité du modèle de culture par rapport au remplacement de ces oligarchies militaires et laïques dans la plupart des pays arabes, usés. Eh bien oui, effectivement, qu'est-ce qu'on voit? C'est un véritable jeu de domino. On voit donc des systèmes laïques autoritaires qui avaient été fondés par des militaires, que ce soit Ben Ali en Tunisie, ou Moubarak, donc Sadat et Nasser. Pareil, même système. Et puis bien entendu Bachar el-Assad en Syrie, et progressivement ces systèmes donc s'effondrent sous la pression de la rue. Et donc, on le voit d'ailleurs, par exemple en Tunisie, le parti islamiste l'Ennahda, lui, prend directement comme modèle l'AKP. Ranouchi, lui, il a dit mon modèle, c'est l'AKP. Il faut savoir que Ranouchi, donc, c'est un frère musulman. Voilà, au départ. De même qu'au Maroc, le parti d'opposition à l'heure actuelle, c'est le parti du développement. Donc partout, effectivement, on voit donc cette idée d'un modèle turc. En Syrie, les manifestants se manifestent avec des portraits d'Erdogan. Et Erdogan, j'en discutais avec un Palestinien qui me disait que Erdogan, quelque part, il était à l'heure actuelle le nouveau Nasser dans la rue arabe. Et donc c'est intéressant, on est en train d'assister peut-être à une nouvelle vague de fonds qui mettrait fin, une bonne fois pour toutes, en tout cas cette parenthèse nationaliste laïque. Ce nationalisme arabe, en tout cas les régimes qui en sont que des reliquats. Que des reliquats, mais l'idée quand même, ce serait donc le retour vers une espèce donc de démocratie islamique. Donc c'est c'est une forme d'altermodernité, oui. Voilà, et la Turquie jouerait son propre jeu en louvoyant entre les Américains, entre les Occidentaux, Russie, les Européens, en étant un acteur central. L'idée de Davolu, c'est de faire de la Turquie, de l'État périphérique, était un État périphérique pendant la guerre froide, c'était le flanc sud-est de l'OTAN. Il veut faire de cet État périphérique un État pivot. Et d'un État pivot, il veut tout simplement faire une puissance globale. Aujourd'hui, la Turquie, c'est la 15e puissance économique au monde, 7e puissance économique en Europe. D'accord. Alors, on va terminer un petit peu sur la culture, comme souvent sur Méridien Zéro. Plusieurs films à succès, plusieurs blockbusters turcs ont fait parler d'eux ces dernières années, notamment 3 films adaptés d'une série télévisée populaire, La Vallée des Loups, qui décrivait les aventures d'un James Bond turc qui infiltrait la mafia. Donc, le film s'appelle... cette série a lancé une franchise, La Vallée des Loups, avec 3 films déclinés sur l'Irak, sur le réseau Gladio et surtout sur la Palestine récemment, avec donc les aventures de Polat Alemdar qui, mieux que Rambo, décanille les méchants américains en Irak, avec des références à Abu Ghraib, avec références aux dommages collatéraux, entre guillemets, sur la population arabe, ou alors le dernier film qui prend comme prétexte l'intervention israélienne au large de Gaza, et où on voit là aussi Polat Alemdar décaniller des soldats de Sahel. J'ai renoncé à compter le nombre, c'était assez considérable. Que pensez-vous un petit peu de cette culture populaire qui montre quand même, qui prend des positions très hostile aux États-Unis, pour ne pas dire plus qu'hostile à Israël. Il faut d'abord voir qu'en Turquie, le nationalisme est quelque chose qui est consubstantiel à la population. Et alors, il y a eu d'autres exemples. On peut parler notamment du fameux roman d'anticipation Metal Futterna, Tempête de métal, paru en 2005, qui racontait l'invasion de la Turquie par les États-Unis, qui s'est vendu à plus de 500 000 exemplaires. Il y a eu une suite qui s'appelait Üçüncü Dünya Savaşı, la Troisième Guerre mondiale, qui racontait cette fois-ci l'invasion de l'Europe par les Turcs. Voilà. Et ça s'est terminé par le drapeau turc qui était hissé sur le Reichstag à Berlin. C'est un peu la réponse d'Istanbul-Hollywood à Hollywood qui ne cesse souvent de présenter les méchants terroristes islamiques ou nord-coréens, qui jouent un petit peu ce même jeu. Mais c'est vrai que c'est frappant de voir dans le cinéma turc un petit peu aussi ce patriotisme qui est à fleur de peau. Oui. On parlait hors antenne d'un film très récent qui s'intitule Le Souffle, Vive la patrie, qui est
un film de guerre turc qui décrit un petit peu la vie d'un avant-poste de commando turc dans les montagnes à la frontière de l'Irak. Et puis un film qui se situe dans le ton, c'est excellent cinématographiquement, entre Full Metal Jacket et La Ligne Rouge de Terrence Malick. Totalement. Donc, c'est assez frappant de voir un petit peu que dans la culture populaire, on a toujours cela qui... Est-ce que vous savez si ce type d'œuvre est diffusé dans l'immigration turque en Europe ou est-ce que c'est une immigration qui reste à gauche ou... Non, alors en fait, la question de l'immigration turque en Europe, c'est tout simple, c'est que dès que les Turcs arrivent en Europe, tout simplement, et bien c'est leurs identités primaires qui reprend le dessus. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que ceux qui étaient kurdes, peuvent enfin se dire kurdes. Ceux qui étaient alévis peuvent enfin se dire alévis. Il n'y a plus la chape de plomb de l'État profond. Et du jacobinisme uniformisateur. Et donc, par exemple, effectivement, à Strasbourg-Saint-Denis, la vallée des loups était diffusée. On faisait même la queue devant. Voilà. Mais ça dépend quel type de population, parce que sur les 400 000 citoyens turcs qui en France, il y en a la moitié qui ne se sentent pas turcs. Bien, chers auditeurs, c'est sur ces considérations que nous conclurons l'émission de ce jour. Donc nous remercions vraiment chaleureusement Tancred Josserand d'avoir été présent parmi nous pour nous éclairer sur cette question plus qu'intéressante, la Turquie. Nous verrons d'ailleurs les années qui viendront, nous diront un petit peu comment se modulent les événements là-bas. C'était Monsieur PGL à la barre, plus que jamais à l'abordage et pas de quartier.